Salut les petits loups, salut les amis. Alors dans cette vidéo nous allons évoquer les diaphragmes, comment les maîtriser et savoir comment s'en servir. A tout de suite. Alors dans cette vidéo nous allons évoquer les premiers réglages à connaître et les éléments à prendre en compte pour faire de bonnes photos. Pour ceux qui me suivent depuis mes débuts, il va y avoir quelques redites, quelques révisions éventuellement, partiellement, parce que dans cette vidéo, je vais essayer d'être un tout petit peu plus précis. Alors les diaphragmes, comment s'en faire des amis? Vous savez que c'est à la pleine ouverture que votre profondeur de champ sera la plus réduite. Et qu'à l'inverse, quand vous êtes à F16, F22, vous avez un maximum de profondeur de champ. Bon, ça c'est déjà la base. C'est déjà une bonne base. Rappelez-vous la vidéo où je parle de la tête de la fontaine Bartholdi, la tête du cheval. Donc, j'y ferai un petit peu allusion, mais pas trop cette fois-ci dans cette vidéo. Alors, donc, vous savez que F22, vous avez un maximum de profondeur de champ, et F2, vous avez un minimum de profondeur de champ. Mais pour autant, vous ne savez pas où servir et vous ne savez pas quand utiliser vos diaphragmes. Bon, vous savez que plus vous avez un grand angle et plus la profondeur de champ est importante. Mais ça ne vous dit toujours pas quel diaphragme utiliser. On est d'accord. Plus vous avez un télé et plus la profondeur de champ est réduite et plus il faut vous rapprocher de votre sujet pour avoir un minimum de profondeur de champ. Et à l'inverse, si vous voulez avoir un maximum de profondeur de champ, il faut vous reculer par rapport à votre sujet. Bon, vous ne savez toujours pas comment, quel diaphragme mettre, hein. On est d'accord. Bon, alors le ruisseau c'est cool, mais enfin bon, ça vous gonfle un peu parce que faut que vous fassiez du chemin entre le ruisseau et la fontaine Bartholdi. Donc vous décidez d'aller à Lyon, place des Terreaux, pour faire vos photos. Entre temps, vous réfléchissez un peu, vous prenez votre 20 mm que vous avez acheté récemment, c'est un ancien objectif. On verra tout à l'heure l'importance de ancien objectif. Et vous prenez un objectif de 20 mm également que vous prête un de vos amis. Le monsieur qui est expert, en l'occurrence. Donc vous vous dites, je vais prendre la place des Terreaux, c'est sympa, j'ai fait des gros plans de la fontaine, ouais, maintenant ça commence à me peser un peu, je vais faire autre chose. Je vais prendre la place des Terreaux, donc je vais me mettre à l'opposé de la mairie centrale, la fontaine Bartholdi sur ma gauche, le palais Saint-Pierre sur ma droite, et je vais essayer de faire des photos les plus nettes possibles sur toute la place. Alors le 20 mm va vous permettre ce tour de force. Ceci dit, on va un peu l'aider, on va mettre des diaphragmes un peu importants, malgré que le 20 mm soit un grand angle, on va devoir l'aider un tout petit peu. Pour ce faire, on va utiliser l'hyperfocale. J'en ai déjà parlé, mais je vais en reparler. Et on va s'aider de l'hyperfocale pour avoir une photo de la place des Terreaux le plus nette possible. D'un bout à l'autre de la place. Alors, vous souhaitez prendre l'environnement de la place, la sandwicherie qui est derrière, les cafés, etc., etc. Donc vous prenez votre 20 mm, vous mettez 16 ou 22, ça dépend, votre dernier objectif ne monte qu'à 16, celui de votre ami monte à 22, vous semble-t-il. C'est bon, je veux dire qu'on arrivera à se débrouiller avec ça, hein. Alors, jusqu'à présent vous étiez à 6400 ISO, 3200 ISO, vous vous dites bon il fait beau, on a un 20 mm donc on a une certaine profondeur de champ naturelle, 3200 ISO ça devrait faire l'affaire. Vous allumez votre boîtier, vous avez mis 3200 ISO et vous obtenez un 8 centième de seconde à f14. Vous vous mettez à 6400 ISO, vous obtenez le millième à f16.
ah ça c'est sympa, vous vous dites f16, là je serai tranquille, si j'utilise l'hyperfocal, normalement la place des terreaux devrait être nette de part en part. Donc vous faites une ou deux photos, c'est sympa, vous vous dites, bon voilà, c'est à peu près ce que je veux, mais je vais utiliser l'hyperfocal pour aller au-delà. Que de découvertes, dites-moi, on progresse. Alors, vous avez fait la mise au point et de façon naturelle, l'autofocus a accroché sur la mairie centrale puisque aucun obstacle ne s'est interposé entre votre appareil et la mairie. Donc la mise au point, on va dire l'infini, s'est fait sur la mairie centrale. Fort de cela, nous allons pouvoir avoir une hyperfocale super intéressante à utiliser. Vous débrayez votre autofocus, vous mettez votre diaphragme sur 16 et vous mettez le repère infini sur la barrette, sur le trait de 16 qui est à gauche du trait pour la mise au point. Ainsi, vous pouvez voir que vous êtes de l'infini à un peu plus d'1 mètre. C'est parfait, vous faites vos photos et vous vous apercevez que vous avez une super netteté sur toute la longueur de la place. Alors vous avez remarqué, alors un petit détail, vous avez remarqué que lorsque vous avez fait la mise au point sur la mairie centrale, le 2 mètres sur la droite du point de mise au point était sur F11. Donc vous vous dites que si vous mettez 2 mètres sur 11, qui est repéré sur l'objectif, ça vous fera l'infini sur F16. Vous faites vos photos et effectivement, vous êtes bon et la photo est super nette et vous êtes tout à fait satisfait du résultat que vous avez obtenu. Même mieux, vous êtes net de 0,50 m à l'infini grâce à l'hyperfocal. Merci l'hyperfocal. Alors vous rentrez chez vous, vous regardez vos photos et vous êtes tout à fait satisfait des dernières photos qui ont été faites en hyperfocal. Alors récapitulons sur ce que nous venons de découvrir. 1. L'utilisation d'un grand angle améliore grandement la profondeur de champ. 2. Quand on se recule, la profondeur de champ augmente. 3. Qu'à l'inverse, si on utilise un télé, la profondeur de champ diminue. Et oui, je sais bien, c'est à l'opposé, mais bon, vous le savez maintenant. 4. Plus on ferme le diaphragme et plus la netteté est importante. Et donc la profondeur de champ. Donc pour répondre comment on choisit son diaphragme, je n'ai pas comme pour la vitesse de sécurité égale la longueur de l'objectif utilisé, c'est-à-dire le centième pour 100 mm. Ce n'est pas possible parce que en fonction de l'objectif utilisé, en fonction de la de la netteté de votre premier sujet, on peut difficilement et facilement dire ce qu'il faut mettre. Étant donné que avec un grand angle, vous avez une certaine profondeur de champ, et avec un télé, vous en avez une autre, qui est bien moindre. Alors pour pouvoir répondre, il faudrait avoir une calculatrice et prendre en compte plusieurs choses. La distance de mise au point par rapport au sujet, la longueur focale utilisée, le diaphragme, et tenir compte du cercle de confusion qui est à peu près de 0,03 mm. Or, on n'a pas de calculette, et puis même si on en avait un, l'oiseau est parti. Vous imaginez, l'oiseau, il est en train de faire des trucs, il vous attend. Bon alors, t'as fini tes calculs, parce que bon, moi je dois partir, hein, j'ai un rencard. Bah non, c'est logique. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on fait confiance aux distances qui sont indiquées sur l'objectif. Alors, de nos jours, les appareils sont tous en autofocus, sont tous
censé faire la mise au point exactement et donc non plus tous les repères que l'on avait avant. En deçà et au-delà de la mise au point, on pouvait utiliser l'hyperfocal. Maintenant, les diaphragmes pour faire de l'hyperfocal ne sont plus indiqués. Donc si vous trouvez un objectif avec lequel vous pouvez travailler en automatique avec votre appareil photo, n'hésitez pas à acheter, parce que effectivement pour faire de l'hyperfocal, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors l'hyperfocal, c'est très bien pour les 20, les 28, les 35 mm. Au-delà, un 50 mm, c'est déjà moins sympathique, d'autant que la profondeur de champ diminue avec la longueur focale utilisée. Plus la longueur focale est grande, et plus l'hyperfocale est restreinte. Alors, ceci dit, nous ne devrions pas avoir trop de problèmes dans la mesure où on utilise rarement un 200 mm pour faire ces paysages, sauf un expert qui effectivement saura ce qu'il faut faire, à savoir par exemple prendre son appareil photo, le mettre à la verticale et faire tout un tas de photos et les assembler et ainsi avoir un méga poster, un méga panoramique digne de ce nom. Mais bon, contentez-vous de faire 2-3 photos d'affilée avec un 20 mm, ça sera super. Hasselblad à une époque était positionné de façon à part, à savoir que bon, c'était un format carré et on shootait en plein dans la pastille et on recadrait par la suite. Bah oui, forcément, vu qu'à la fin on pouvait recadrer soit dans le sens vertical soit dans le sens horizontal parce que le format était carré. Ma règle personnelle pour faire du paysage, c'est vous prenez le 20 mm du 20 au 35 et vous vous mettez à f11, f16 de façon à avoir la plus grande profondeur de champ possible et avoir le plus de détails possible. Si vous avez un 24-120 ou un 24-85 pour les APS-C, c'est parfait, vous vous mettez au 24 mm et vous ferez de magnifiques paysages. En substance, je vous conseille de vous mettre au 30e de seconde quand vous êtes à 24, au moins comme ça, vous pourrez faire des photos sans avoir de flou de bouger. Parce que même si la perspective naturelle d'un 24 mm vous permet d'éviter d'avoir trop de flou de bouger, c'est comme ça que fonctionne le VR électronique sur les caméras modernes. On crop, et ainsi on gagne en réduction de vibration. Donc mettez-vous au 30e de seconde, ça vous évitera des problèmes, et f11 ou f16 pour faire vos paysages. À l'inverse, les téléobjectifs ont une profondeur de champ naturelle réduite par rapport à un grand angle, donc il vous faut prendre cet élément en compte par rapport à votre longueur focale. Vous avez un 100 mm ou un 150, vous avez un 150 mm par exemple, vous devez vous mettre à 1 mètre de votre modèle pour avoir une profondeur de champ à f8 de 2 cm. À 100 mm, avec un 100 mm à 1 mètre, vous aurez 4 cm,8, c'est-à-dire pratiquement 5 cm. Et oui, je sais, c'est un peu court. Je vous mettrai un lien pour calculer la profondeur de champ en fonction de l'objectif que vous avez utilisé et de l'éloignement que vous avez par rapport à votre modèle. Ça vous donnera quelques pistes de réflexion. Et je vous rappelle que plus on s'éloigne du sujet avec un télé et plus la profondeur de champ est élevée. Ceci dit, si vous avez un 100 ou un 150 mm pour photographier un modèle, vous n'êtes pas non plus à 15 km, hein. Vous êtes à 5-6 mètres. Si vous avez un grand studio, vous pouvez éventuellement être à 10 mètres, ce qui vous augmentera un petit peu votre profondeur de champ, mais vous n'aurez pas une profondeur de champ de folie. Comme nous venons de le voir, il y a l'élément longueur focale de l'objectif est à prendre en compte et à son importance. Grand angle, petit télé, télé, super télé, plus la focale est grande, plus on détache le sujet du fond pour gagner un faux d'arrière-plan. Voilà les amis, j'espère que ces quelques conseils vous permettront de faire de meilleures prises de vue. C'est tout ce que je vous souhaite. Je vous dis à très vite.
merci de votre écoute et si vous avez aimé, vous likez, vous partagez et vous faites du bruit autour de cette vidéo parce que je me donne du mal pour vous. Je vous dis à très vite.